Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera crucial. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien, vous. Alors, je compte sur vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le paysage politique français façon puzzle. Après 4 ans de présidence Macron, le pays est fragmenté et les élections régionales en sont une nouvelle illustration. Nous ouvrirons ensuite une page internationale avec le début du sommet européen ce jeudi à Bruxelles, où il a surtout été question de la Turquie. Et avant de passer à l'actualité en bref, nous ouvrirons une page politique avec les élections régionales en Corse et en Outre-mer. Le paysage politique façon puzzle. Avec l'avènement d'Emmanuel Macron, le paysage politique français s'est considérablement fragmenté, une tendance accrue avec les élections locales. Tour d'horizon. Un paysage politique qui éclate en morceaux. L'image n'est pas anodine et ne relève pas que du slogan. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a 4 ans, le paysage électoral français a été profondément bouleversé. Dans la foulée de sa large victoire à l'élection présidentielle, le président de la République a naturellement raflé une grande majorité de sièges à l'Assemblée, primo-gagnant inévitable du système quinquennal. Mais après le tremblement de terre en marche, les premiers signes de contestation se sont fait sentir avec un mouvement inattendu, celui des Gilets jaunes. Il aura fallu moins d'1 an et demi pour qu'une partie de l'opinion réalise que le « en même temps » du nouveau président ne portait pas les fruits escomptés. La sanction se trouvera donc dans la rue avec les Gilets jaunes, puis dans les urnes avec les élections européennes de mai 2019 qui verront le Rassemblement national l'emporter devant la majorité présidentielle avec 23,34% des voix contre 22,42%. Un désaveu, mais pas encore une gifle pour le président, d'autant qu'il avait donné le bâton pour se faire battre en choisissant Nathalie Loiseau en tête de liste. Ce scrutin européen aura vu arriver les Verts en 3e position devant la droite parlementaire, la France insoumise et enfin le PS. On parle alors de recomposition du paysage politique autour d'un duel RN-LREM avec une gauche qui retrouve des couleurs vertes. Le PS, lui, semble alors appartenir au passé. Vient ensuite la crise du Covid, pendant laquelle se déroulent d'étranges élections municipales avec une abstention sévère liée à la communication du gouvernement et à la crainte de contamination. Un second tour inédit, 3 mois et demi après le premier, et des résultats qui ressemblent à un voyage dans le temps avec une large domination du Parti socialiste et des Républicains, avec ici et là une poussée écologiste.
LREM montre alors sa difficulté à s'implanter localement. En effet, si la majorité des troupes parlementaires LREM sont issues du PS, la fin du cumul des mandats et tout particulièrement la fin du député-maire ont empêché de transformer localement l'essai du ralliement d'élus au Palais Bourbon. Et à travers les élections régionales de dimanche dernier, les appareils LR et PS aux abois à la présidentielle puis aux européennes montrent qu'ils sont encore en vie et qu'il faudra compter sur eux, comme en témoigne la composition du Sénat. Et justement, le président du Sénat, Gérard Larcher, vieux briscard de la vie politique française, fait ce constat de fragmentation. À force d'avoir voulu fragmenter la gauche, la droite, au fond, est-ce que le résultat, c'est pas de fragmenter la démocratie aujourd'hui ? Une fragmentation illustrée par les élections locales et qui marque une nouvelle fracture dans le pays, une fracture entre la capitale où l'exécutif est dirigé par LREM et les régions, départements, villes et villages où ce sont essentiellement la droite parlementaire et la gauche socialiste qui dirigent. Tout l'intérêt de l'après-élection sera de savoir si ces mêmes droites et gauches pourront exister lors de la prochaine élection présidentielle. L'Union européenne plie encore devant Erdogan alors que le président turc a multiplié les provocations. Les 27 devraient une nouvelle fois donner des gages au chef d'Ankara pour acheter la paix migratoire. Thibaut Bastide. Comme à son habitude, Recep Tayyip Erdogan joue au marionnettiste avec l'Union européenne. Après avoir multiplié les provocations et les déclarations incendiaires à l'égard des dirigeants européens, le président turc a adouci le ton ces dernières semaines. En effet, une fois n'est pas coutume, Erdogan joue l'apaisement avec l'Union européenne. Première étape, un rabibochage avec Emmanuel Macron avant le sommet de l'OTAN. Les deux chefs d'État se sont entretenus pour mettre à plat leurs nombreuses divergences. Parmi celles-ci, on peut citer les conflits en Libye, en Syrie, au Haut-Karabakh, en passant par l'achat de missiles russes S-400 par Ankara, Charlie Hebdo et le vote de la loi séparatisme. Résultat de cette discussion, la naissance d'une prétendue volonté d'avancer ensemble. Deuxième étape pour le président turc, un échange téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en début de semaine. Là encore, il a été question de renforcer les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Une présidente de la Commission européenne pas franchement rancunière après l'affront subi en avril dernier à Ankara, quand le chef d'État turc l'avait laissé debout. Et comme à chaque fois, Recep Tayyip Erdogan a réussi à faire plier la très friable Union européenne. Mais vous l'aurez compris, la volonté d'apaisement du président turc n'est en rien innocente alors qu'un sommet de l'UE s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles. Un sommet au cours duquel la question turque a pris une place importante et notamment le volet migratoire. À ce sujet, l'Union européenne s'apprête à renouveler l'accord migratoire de 2016 qui lie l'Union à Ankara et donc à débourser les fonds nécessaires. La Commission européenne prévoit de débloquer 3 milliards d'euros pour la période allant de 2022 à 2024, complétant les 535 millions d'euros déjà octroyés en 2021. Ces montants s'ajoutent aux 6 milliards d'euros mobilisés depuis 2016. Un petit pactole dans les poches d'Erdogan pour qu'il maintienne les vannes fermées. En clair, l'UE paye la Turquie pour gérer l'immigration. Une décision qui pose question et qui place l'Union européenne en position de faiblesse vis-à-vis de la Turquie et Ankara l'a bien compris. C'est donc reparti pour un tour et Erdogan va pouvoir reprendre sa partition comme il l'a toujours fait, d'autant que les enjeux pour le président turc sont nombreux. Sur le plan intérieur, Erdogan a tout intérêt à la jouer en douceur pour éviter d'éventuelles sanctions économiques, alors que les caisses turques sont mal en point. Par ailleurs, le pays subit également les conséquences de la crise sanitaire, notamment sur le plan touristique. Enfin, sur un horizon plus lointain, Recep Tayyip Erdogan a en ligne de mire l'élection présidentielle de 2023. Jusque-là, le président turc devrait moduler ses relations avec l'Union européenne au gré de ses intérêts. Après avoir fait le tour des seconds tours en France continentale hier, Kevin Tanguy nous donne un aperçu des scrutins en Corse et en Outre-mer. Abstention continentale et outre-mer, il n'y a pas que sur le continent que les électeurs ont boudé les élections locales. En Corse, malgré une forte abstention, ce sont les nationalistes et autonomistes qui sont passés en tête. Le sortant Gilles Simeoni, président du conseil exécutif, est arrivé en tête du premier tour des élections avec 29% des suffrages. En Corse, les électeurs désignent les membres de l'Assemblée de la collectivité territoriale unique, qui est dotée des compétences d'un conseil régional et d'un conseil départemental. Le parti de la nation corse et Corsica Libera se réunissent pour le second tour. La liste menée par Jean-Christophe Angelini va céder 4 places parmi les 15 premières au parti indépendantiste. Seul Gilles Simeoni refuse toute alliance.
Le candidat était pourtant arrivé en tête dimanche 20 juin. En Guadeloupe, la liste conduite par le président sortant LREM, Harry Chalus, a raté de peu la réélection dès le premier tour, en récoltant 49% des suffrages. Il devance cependant de plus de 30 points la liste du Parti socialiste, menée par Josette Borrell l'Incertain, la présidente du conseil départemental, qui a totalisé 17% des votes. La campagne électorale a été émaillée d'enquêtes politico-financières, avec plusieurs candidats placés en garde à vue ces dernières semaines. En Guyane, le président sortant est proche d'Emmanuel Macron. Rodolphe Alexandre est arrivé largement en tête au premier tour avec 43,72% des voix. Il devra affronter dimanche 27 juin une liste formée par une union des 3 listes vaincues. La coalition sera menée par Gabriel Serville ayant recueilli 28% dimanche 20 juin. Il aura comme colistier les divers gauches Jean-Paul Ferreira, qui a terminé 3e au premier tour malgré le soutien de Christiane Taubira. À La Réunion, le deuxième tour des régionales opposera le président sortant de divers droites, Didier Robert, avec 31%, à la liste d'union de gauche conduite par Huguette Bello. La candidate arrivée en deuxième position a déposé une liste fusionnée avec celle du maire de Saint-Denis, la socialiste Erika Barreit, et celle de divers gauche de Patrick Le Breton. Le scrutin en Martinique va permettre de renouveler pour la première fois les élus de la nouvelle collectivité territoriale unique, née en 2015 de la fusion du Conseil régional et du Conseil général. Comme la Corse, la Martinique connaît une particularité. La région est composée d'un conseil exécutif et d'une assemblée. Le conseil exécutif est composé d'un président et de 8 conseillers élus par l'Assemblée de Martinique. L'Assemblée procède à l'élection du conseil exécutif après l'élection du président et des vice-présidents de l'Assemblée. Le premier tour a profité aux 2 grands partis qui dominent la politique locale. Le parti progressiste martiniquais avec 32% des voix, suivi de près par les régionalistes du mouvement indépendantiste martiniquais d'Alfred Marie-Jeanne, le président sortant du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique avec 25,80%. En plus de ces 2 listes, s'ajoutent 2 autres listes ayant atteint les 10%. La Martinique se dirige donc vers une quadrangulaire le 27 juin. Et on reste avec Kevin Tanguy pour l'actualité en bref. Dissension au sein du gouvernement. Mercredi, en marge du Conseil des ministres, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin auraient eu une vive discussion. L'ancien ténor du barreau aurait reproché à son camarade de la place Beauvau d'avoir félicité Xavier Bertrand après le premier tour des élections régionales. Éric Dupond-Moretti, qui était candidat sur la liste de Laurent Pietraszewski dans les Hauts-de-France face justement à Xavier Bertrand, a évoqué une trahison de la part de Gérald Darmanin. L'ancien avocat a, semble-t-il, la défaite difficile. Et pour le prix d'une dispute, vous en aurez 2, puisque dans la foulée de l'altercation entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, Barbara Pompili, ministre de l'Environnement, a été réprimandée par Elisabeth Borne, ministre du Travail. Un communiqué du mouvement En Commun, coprésidé par Barbara Pompili, et qui compte une 50aine de parlementaires de la majorité, se félicite de la décision du Conseil d'État de suspendre la réforme de l'assurance chômage portée par Elisabeth Borne. La Poste reprend les commandes, alors que le premier tour des élections régionales a été marqué par de nombreux dysfonctionnements liés à la distribution de la propagande électorale. Le groupe postal a fait savoir qu'il devrait reprendre la distribution de 5 millions de plis supplémentaires qui relevaient des zones d'Adrexo, l'entreprise privée qui avait obtenu le marché. Une décision prise à la demande d'Adrexo et avec l'accord du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une prime de 350 € après le couac du premier tour des régionales à Marseille, alors que plusieurs bureaux de vote de la cité phocéenne n'ont pas pu ouvrir à l'heure dimanche dernier faute d'assesseurs. La municipalité de Marseille a décidé de distribuer une prime de 350 € aux personnes qui tiendront les bureaux de vote pour le second tour des élections départementales et régionales. Un appât pour éviter d'avoir à faire appel aux fonctionnaires de la ville. Le corps de l'adolescent disparu pendant les orages retrouvés. Mercredi, le parquet a fait savoir que le corps de l'adolescent de 17 ans, tombé dans la rivière Terraine à Beauvais, a été découvert sans vie à une 50aine de mètres du point de chute. La victime, qui avait passé son oral du baccalauréat dans la matinée de lundi, avait rejoint un groupe d'amis à l'occasion de la fête de la musique, avant d'être emporté par les flots.
Israël vacciné mais pas débarrassé du Covid-19. Depuis 3 jours, l'État hébreu fait face à un retour du Covid avec son nouveau cas quotidien. Le pays qui prévoyait de rouvrir ses frontières aux touristes a annoncé mercredi repousser cette réouverture. Le gouvernement prévoyait également l'instauration de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie, comme le retour du port du masque en intérieur. Ce retour des contaminations serait dû au fameux variant Delta. Les plus pessimistes pourraient remettre en cause l'efficacité de la campagne massive de vaccination. Les militaires américains partent et laissent une décharge derrière eux. Après le départ des troupes de la base aérienne de Bagram en Afghanistan, des tonnes de matériel ont été laissées sur le sol afghan. Les habitants ont même organisé un commerce de ferraille, un comble alors que l'administration en place à Washington se pare d'écologisme auprès de qui veut bien l'écouter. Un transsexuel aux Jeux Olympiques, Laurel Hubbard, haltérophile de 43 ans, a été officiellement confirmé comme membre de la délégation néo-zélandaise pour les Jeux Olympiques de Tokyo. L'athlète sera la première femme transgenre à participer à la compétition, une décision qui risque de créer un précédent dans le monde du sport. Devenir astronaute, c'est possible. L'Agence spatiale européenne a lancé le 31 mars dernier une campagne de recrutement. Au total, plus de 22 000 Européens ont répondu à l'appel d'offres, mais seulement 4 seront retenus. Dans les candidatures, les Français sont ceux ayant répondu le plus favorablement, avec 7 000 CV envoyés. La dernière campagne de recrutement remonte à 2008 et il semblerait que le métier d'astronaute intéresse de plus en plus. L'Agence spatiale européenne avait reçu 8 000 CV en 2008 contre 22 000 en 2021, ce qui représente une augmentation de 268%. Afin de garder les meilleurs candidats, l'agence procède à plusieurs épreuves pour tester les aptitudes intellectuelles, physiques et mentales. L'Agence spatiale européenne prévoit d'annoncer les noms de ces nouveaux astronautes en octobre 2022. Un avion à l'effigie de Pikachu, la Pokémon Company a conçu avec une compagnie japonaise un avion aux couleurs du plus célèbre des Pokémon. Pikachu est partout, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, des tissus sur la tête des sièges au repas. Ce design particulier est une opération marketing pour célébrer les 25 ans de Pokémon, et c'est pour cela que le 25e rang de l'avion possède des sièges spéciaux représentant Pikachu avec des ballons. Cet avion s'inscrit dans un projet plus vaste, celui du Flying Pikachu Project, une stratégie qui tourne autour du tourisme à Okinawa. Les transports publics ont eux aussi été pris d'assaut par les Pokémon, que ce soit la ligne monorail ou les nombreux bus décorés sur le thème de Pikachu. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, notre zoom du jour, le colonel Hogar évoque la situation géopolitique de la France. Stabilisant la région, stabilisant le Sahel, éliminant les foyers qu'il y a actuellement en Libye, on stabilise aussi grandement l'immigration sauvage qui est en train de déferler sur nous. Et qui est un terreau pour le terrorisme islamiste dans nos banlieues et ailleurs. Ça suffit pas, vous me direz, mais il y a des forces de police qui font très bien leur travail, qui sont parfaitement renseignées, des forces de gendarmerie également. Le vrai problème en France, c'est la justice. Donc la justice ne suit pas les forces de l'ordre. Donc on le voit tous les jours. Et moi je pense que autant on a un travail intérieur à faire qui est considérable, qui est colossal, autant on a un travail extérieur à faire qui est également colossal. Et voilà ce que je voudrais dire à vos téléspectateurs. Et ce soir, retrouvé immédiat avec Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure. Mais tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Leclerc. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Retrouvez mes libertés politiques avec terredefrance.fr. Parfums et accessoires solidaires du monde rural. Il y a quelques mois, les forces turco-azerbaïdjanaises, lourdement armées et utilisant à grande échelle des drones qui lui avaient été fournis par Israël, écrasaient en quelques semaines la courageuse résistance militaire arménienne. Les bombardements avaient été intenses, la force mécanique des assaillants s'était révélée implacable. L'Arménie chrétienne perdait la guerre au prix de milliers de morts et de blessés et au prix d'importantes destructions. Le monde occidental n'avait évidemment pas bougé. Les agresseurs étant musulmans, ceux-ci pouvaient expliquer cela. Cette défaite arménienne s'est traduite par l'absorption, par l'Azerbaïdjan, d'un territoire hautement stratégique, véritable pistolet pointé sur le cœur de l'Arménie.
Tout cela avait un petit parfum de fin des années 30, lorsque l'Allemagne nazie grignotait consciencieusement des portions de territoire au nez et à la barbe des puissances européennes qui laissaient faire lâchement. Or, il se trouve que l'Azerbaïdjan poursuit actuellement sa politique d'agression. Ces soldats pénètrent comme ils le veulent dans le territoire arménien, avancent tranquillement en commettant des exactions diverses et variées et fortifient sans complexe leur conquête. Tout cela sur fond de silence assourdissant de la part du monde occidental qui n'a manifestement pas envie de mourir pour l'Arménie. Il faut répéter que ce pays est chrétien quand les envahisseurs sont musulmans. Comme je le disais tout à l'heure, ceci peut expliquer cela. Pourtant, l'Union européenne est à l'évidence en première ligne dans un tel conflit. L'Arménie est un bastion chrétien que les Turcs ont essayé de détruire définitivement lors de l'épouvantable génocide durant la Première Guerre mondiale, au cours duquel 1,5 million d'Arméniens ont été massacrés par les Turcs dans des conditions atroces. La moindre des choses serait que l'Union européenne protège ce peuple martyr. D'autre part, les bientôt 100 millions de Turcs musulmans frappent en permanence à la porte de l'Union pour la dominer. Pour cette raison, parmi tant d'autres, l'Union européenne devrait intervenir dans ce conflit. Cela dit, ne nous faisons aucune illusion, le monde occidental en général, l'Union européenne et la France en particulier, ne voudront en aucun cas mourir pour l'Arménie. À la fin des années 30, les socialistes français, pacifistes et inconscients, déclaraient publiquement qu'il ne fallait pas mourir pour Danzig et laisser Adolphe tranquille. L'on connaît la suite de cette déclaration d'une stupidité historique, l'épouvantable Seconde Guerre mondiale. Puissions-nous ne pas répéter indéfiniment de telles erreurs aussi dramatiques, il serait sans doute très important que nous acceptions d'agir en prenant le risque que nous ayons à compter des morts. Car, à terme, la lâcheté qui consiste à ne rien faire pourrait s'avérer catastrophique. Je vous souhaite une très bonne soirée.